Non, j'anime. Ok. Je vous propose d'attendre encore 2-3 minutes avant que, voilà, être sûr que tout le monde soit bien là. Bah, écoutez, bonjour à toutes et tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer ce débat aujourd'hui, cette table ronde, ce débat inversé. Donc, pour ceux qui ont déjà vu des débats, vous connaissez la consigne. Vous aurez la parole en tant que participant avant que je ne la donne aux intervenants. Un débat donc qui est intitulé « Que faire pour éviter que la crise sociale ne succède à la crise sanitaire ?» Alors c'est un titre qu'on pourrait discuter d'ailleurs, parce que est-ce que la crise sociale, est-ce que la crise économique n'est pas déjà là, en tout cas en partie. Le plus dur est certainement à venir, mais voilà, je pense que ça donnera l'occasion de discussion là aussi. On voit bien que cette pandémie, elle provoque
une crise sociale et économique dont il est pour l'heure encore difficile de déterminer clairement les effets. Donc on pourra aussi discuter assez longuement du constat avant d'en venir aux solutions d'une certaine façon. Juste quelques chiffres peut-être pour resituer aussi le contexte. On a 1 million de chômeurs de plus depuis le début de la crise sanitaire, c'est quand même absolument énorme, même si effectivement les politiques mises en place ont permis de limiter cette hausse, mais on va voir ce qu'il en sera notamment à la rentrée. C'est pareil, dans le même temps on voit une augmentation assez forte du nombre d'allocataires au RSA. C'est vrai en particulier dans les départements métropolitains, mais c'est vrai aussi dans les départements ruraux comme celui-ci. Et ça, c'est aussi une difficulté à laquelle vont être confrontées en particulier les collectivités. Et puis derrière, c'est évidemment des réalités humaines. Réalités humaines qui touchent probablement certaines catégories de population peut-être plus que d'autres. C'est en tout cas une question que je pose. On peut imaginer en particulier les jeunes d'abord touchés. Et puis évidemment les moins diplômés, ceux qui sont le plus vulnérables sur le marché du travail. Je dis marché du travail, on pourrait aussi discuter du terme de marché, mais ça c'est une autre question. Quelques chiffres là aussi pour lancer un petit peu la discussion, et puis je vous donnerai la parole évidemment ensuite, mais 8 millions de personnes aujourd'hui en situation de précarité alimentaire. 8 millions de personnes aujourd'hui en situation de précarité alimentaire. On a une hausse des besoins alimentaires de plus de 40-45% depuis le début de la crise sanitaire, ce qui est absolument là aussi conséquent et ce qui, je crois, doit tous et toutes nous interroger. Alors évidemment, il y a eu une politique mise en place avec ce fameux slogan, le quoi qu'il en coûte. Quid ensuite, alors d'abord, quid de ce quoi qu'il en coûte, qui bénéficie aujourd'hui des aides qui ont pu être mises en place. Est-ce que tout le monde en profite de la même façon? Ça, c'est une première peut-être question collective que je pose dans ce débat. Jusqu'à quand aussi ce quoi qu'il en coûte? Et puis, qui paiera ensuite la facture? Je crois que là, c'est des choses aussi très importantes sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant. Autre question aussi, peut-être qu'on aura l'occasion de discuter aujourd'hui. On a vu, en particulier pendant le premier confinement, un élan de solidarité aussi, en tout cas qui a été très médiatisé. Est-ce que cet élan, il est réel? Est-ce que vous avez pu le constater? Est-ce que vous-même, vous vous êtes engagé? Ça, c'est une question que je vous pose à vous toutes et tous. Je sais que c'est le cas de certains, donc on pourra là aussi en discuter. Et est-ce que cet élan est un élan durable? Est-ce que c'est simplement parce qu'il y avait à un moment donné la crise sanitaire un peu un choc? Ou est-ce qu'on est sur quelque chose de plus structurel? Alors pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 intervenants que je vais présenter peut-être dans l'ordre. Avec d'abord Delphine Lalu, vous avez été membre jusqu'à il y a un mois du Conseil économique, social et environnemental, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Jean-Marc Germain, vous avez été député des Hauts-de-Seine entre 2012 et 2017. Vous êtes actuellement conseiller régional d'Île-de-France et vous êtes économiste de formation. Vous pourrez compléter si j'oublie de profession, pardon, effectivement. Léa Filoche, vous êtes adjointe à la mairie de Paris, en charge des solidarités, de la lutte contre les inégalités et contre toute forme d'exclusion. Et vous êtes aussi, je crois, cofondatrice de l'association Oser le féminisme. Je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est aussi important dans le débat d'aujourd'hui. Ulysse Gutmanfort, vous êtes président fondateur d'une association qui s'appelle Copains Solidarité étudiante et qui vise justement à accompagner, à aider des étudiants en difficulté, en situation de précarité, via la distribution de d'aide alimentaire et d'aide matérielle. Donc on pourra aussi y revenir, et c'est une association que vous avez créée, je crois, au moment du premier confinement, je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et puis enfin, Manuel Domergue, vous êtes directeur des études à la Fondation Abbé Pierre, et donc là aussi, je pense que vous pourrez nous éclairer à la fois sur le constat et puis aussi sur les pistes de solutions. Ce que je demande aussi, j'ai un rôle qui est le rôle un peu du méchant dans ce débat, puisque évidemment, il faut que les interventions soient les plus courtes, efficaces possibles pour qu'on puisse être vraiment dans un échange.
Et donc je serai obligé de vous couper la parole de façon extrêmement sévère si vous ne respectez pas cette consigne. Et puis aussi peut-être pour organiser le débat, alors on n'est pas obligé d'avoir une frontière aussi franche, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir une partie effectivement un peu plus sur le constat, et puis une deuxième partie un peu plus sur les propositions. Alors après, évidemment, parfois les choses se mélangent un peu et la frontière n'est pas toujours aussi évidente, mais voilà. Peut-être pour commencer justement cette discussion, cette table ronde, est-ce que certains voudraient prendre la parole, à la fois pour témoigner à la fois de ce qu'ils pensent aujourd'hui de la situation sociale, économique du pays? Est-ce que certains d'entre vous ont été affectés d'une manière ou d'une autre, aussi par cette crise sanitaire? Je ne parle pas sur le plan de la santé, mais sur le plan économique. Est-ce que certains d'entre vous se sont éventuellement engagés aussi avec la crise sanitaire? Justement, on parlait de solidarité tout à l'heure. Voilà, je pense qu'on peut commencer tout doucement à ouvrir la discussion. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un veut prendre la parole. Super. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Adrien, enchanté. Donc moi j'étais engagé dans une organisation de jeunesse un peu avant la crise, mais effectivement le problème de la crise sanitaire, et je vais surtout parler des jeunes, c'est vrai qu'on n'est pas les seuls à avoir été concernés, mais je pense qu'il y a eu vraiment un impact particulier sur la jeunesse dans cette crise sanitaire qui, à mon sens, est lié aussi au manque de protection en fait, sociale de la jeunesse. Et on l'a vu dans cette crise, mais on l'a vu dans les débats aussi qui ont eu lieu en parallèle de cette crise. Toute la question, par exemple, de l'accès au RSA aux moins de 25 ans. Aujourd'hui, on refuse l'accès aux jeunes de moins de 25 ans, enfin l'accès au RSA aux jeunes de moins de 25 ans, alors qu'il n'y a pas, on va dire, d'arguments politiques qui serait lié à ça, si ce n'est la nécessité de faire des économies. Parce qu'en fait, on a tout un système de protection sociale de la jeunesse qui est encore lié à la famille. À 18 ans, on nous dit vous êtes autonome, vous pouvez faire votre vie, vous pouvez aller en prison si vous commettez des crimes, vous êtes majeur. Par contre, sur tout ce qui est l'aspect politique-social, on nous rattache sans cesse à notre famille. C'est vrai qu'on est étudiant, par exemple, sur le système des bourses dans l'enseignement supérieur, mais c'est vrai qu'on est jeune en galère, par exemple, sur la question de l'accès au RSA. Et donc, je pense que pour penser l'après de cette crise, il y a une vraie nécessité à penser en fait un statut social de protection de la jeunesse. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a pensé à un troisième âge de la vie qui était celui de la retraite. On s'est dit, il y a un troisième âge que celui de la retraite, va falloir créer des systèmes de protection en fait, de cet âge-là de la vie. Et donc, sont apparus notamment l'assurance retraite. Par contre, quand on est jeune, on est un peu dans un entre-deux. On n'est plus des enfants parce qu'on est techniquement censé être majeur, mais on n'est pas tout à fait encore des adultes émancipés parce qu'on nous rattache sans cesse à nos parents. Donc, pour penser cette après-crise, il y a une vraie nécessité, je pense, à mettre en place ce système donc, de protection sociale de la jeunesse pour aussi pouvoir permettre à la jeunesse de pouvoir s'émanciper. Merci pour cette première intervention. Je vois qu'il y a plusieurs demandes, plusieurs mains levées de ce côté-ci. Bonjour, Jean-Luc, retraité. Donc je vais un peu me répéter par rapport à ce que j'ai déjà pu dire dans d'autres réunions, parce que bon, pour moi, je veux dire que les vrais sujets ne sont pas évoqués. Bon, il y a la question, c'est que faire pour éviter la crise sociale? Je veux dire, la crise sociale, comment elle a commencé la crise sociale? Elle a commencé par les gilets jaunes, hein, ça a existé quand même. Et donc, qu'est-ce qui a été à l'origine de la crise sociale des Gilets jaunes? Eh ben, l'origine, c'est l'énergie. C'est l'essence, le gasoil, c'est l'augmentation de l'énergie. Donc là, demain, la crise sociale, ça va être l'énergie, parce que personne ne s'occupe de l'énergie. Je veux dire que là, vous avez à nouveau l'essence qui flambe. On va arrêter quelque part, essayer d'arrêter les gens de se chauffer au fioul à partir de 2022. Et puis pour le cadeau final, on va mettre en place une nouvelle réglementation de l'électricité en 2023. Donc on va transformer le système d'EDF comme on a transformé la SNCF, c'est-à-dire qu'on va saucissonner les choses. Ça va être Engie qui va facturer aux gens leur consommation.
Le nucléaire va être conservé par l'État. Enfin, on va mettre en place un système qui fera que les politiques qui seront alors en place diront « Ah ben oui, mais vous avez un problème d'augmentation d'électricité. » Mais c'est pas nous. Hein, on va continuer le problème des pas nous. Je veux dire que où les politiques, il faut répondre « C'est pas nous. C'est parce que c'est privé. Donc nous, on peut rien faire. On ne peut pas intervenir. » Donc le problème, c'est pas pour l'instant, je veux dire qu'il faut prendre les choses par le commencement, par le début. Le problème, c'est pas le réchauffement climatique. Pour l'instant, le problème, c'est l'énergie. L'énergie qui influe sur le changement climatique. Là, on est d'accord. Mais donc, tant qu'on n'abordera pas le problème dans cet ordre-là, on n'avancera pas. D'autre part, je veux dire que le problème, là, concrètement, par rapport aux élections de 2022, c'est quoi? C'est de fédérer la gauche, les gauches. Hein, je veux dire que et de mettre en place quelque chose qui est porteur. C'est pas de dire aux gens demain tu seras cycliste ou piéton. Non, parce que tu pourras pas te payer une voiture électrique. Bon, qu'est-ce qui va fédérer les gens demain? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme élément qui puisse fédérer la population? C'est connu, hein, je veux dire que c'est simple, c'est pas compliqué. Ça part par rapport aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est liberté, égalité, fraternité. Donc, sur les élections de 2022, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va attaquer la fraternité. On va attaquer la fraternité en parlant de quoi? En parlant de la sécurité. En parlant de la sécurité pour protéger les gens contre le Covid, protéger les gens contre le migrant, protéger les gens contre l'islamo-gauchiste. Donc c'est la sécurité qui va être mise en avant. Donc si la gauche n'utilise pas comme slogan fédérateur liberté, égalité, fraternité, eh ben c'est foutu. C'est mon avis, point final. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc là, on a déjà deux éléments. Je vais évidemment laisser les questions qui viennent. Mais un premier élément sur la jeunesse, effectivement, sur des mécanismes de solidarité qui existent, mais qui ne couvrent pas toutes les catégories de la même façon, en termes d'âge, vous l'avez bien dit avec le RSA. Et puis, effectivement, d'autres questions qui sont pointées ici, à la fois la question de l'énergie, c'est vrai, qui participe largement, en tout cas, qui est un enjeu majeur aujourd'hui. Et effectivement, vous avez pointé quelque chose d'important, c'est que la crise sociale, elle ne commence pas avec la crise sanitaire, elle est là depuis déjà plus longtemps. Et finalement, on vient peut-être révéler des lignes de fracture qui étaient déjà présentes dans la société, peut-être les amplifier, mais effectivement, le sujet est plus ancien et la question de l'énergie va sans doute être une question très, très, très importante pour la suite. Je laisse la parole derrière, il y avait une question. Oui, bonjour à tous. Je suis Caroline, moi je travaille je suis directrice d'une coopérative qui agit pour l'inclusion numérique. Et effectivement, on a eu beaucoup de travail l'année passée parce que ça a révélé encore plus fortement des disparités. Il faut savoir qu'il y a 13 millions de personnes qui sont exclues du numérique en France. Et aujourd'hui, le numérique, c'est quoi? C'est en fait l'accès aux droits, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Et ça, c'est quand même un enjeu. Donc, il faut agir sur les territoires, il faut avoir plus de moyens, notamment plus de moyens humains, parce qu'encore une fois, le numérique, c'est un vrai enjeu de société. Aujourd'hui, il est vraiment considéré plus d'un point de vue technique, et donc les gens ne s'en saisissent pas, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne savent pas. Et aujourd'hui, voilà, je pense que la gauche doit vraiment agir, proposer une vraie politique publique du numérique. C'est quoi, en fait, un numérique alternatif? C'est quoi un numérique inclusif? Et donc ça, c'est vraiment pour moi des enjeux et aussi des enjeux d'avenir, de formation, d'accompagnement vers l'emploi. Et c'était un peu le thème que je voulais soulever aussi ce matin. À qui je passe le micro? Merci. Encore une question d'intervention ici. Merci. Donc je m'appelle Benoît, je travaille sur les questions d'emploi, solidarité, lutte contre la précarité en milieu rural. Et j'entends, on a tous plein de sujets, mais il me semble que la crise sociale qu'on est en train de traverser aujourd'hui, elle a atteint un degré qui modifie en profondeur et structurellement les référents auxquels on a l'habitude de se référer. À savoir que pendant cette crise, pour la première fois dans l'histoire des statistiques du chômage en France, le nombre de chômeurs de longue durée, c'est-à-dire le nombre de personnes privées d'emploi depuis plus d'un an, est devenu majoritaire dans le nombre global de chômeurs. Et quand aujourd'hui, le chômage de longue durée devient la référence, la norme
dans le rapport à la privation d'emploi. Et quand on affine encore un petit peu plus les choses, on se rend compte que les gens qui disparaissent, c'est-à-dire qui intègrent le halo du chômage, j'ai vraiment cette sensation que le halo du chômage est en train, au sens du Bureau international du travail, hein, ce halo du chômage, il est en train de grossir dans des proportions qui aujourd'hui clairement nous échappent. On parle des invisibles, j'aime pas du tout cette parce qu'au contraire, je pense que ces personnes sont tout sauf invisibles. Pour autant, aujourd'hui, et tu faisais la référence, Achille, on a une augmentation massive des demandes de RSA. On a une disparition massive des gens qui bénéficiaient du RSA. On a entre nous, les techniciens, on a cette habitude de parler des gens qui sont dans les écrans radars. On a de plus en plus de gens qui sont en dehors des écrans radars. Et tout à l'heure, il y avait un intervenant qui parlait des jeunes. Le jeune quinquat que je suis fait exactement le même constat sur cette tranche de personnes. Je travaille sur le Morvan et l'univers des Morvans, et on voit massivement, mais massivement, apparaître, émerger des gens de plus de 50 ans, pour certains extrêmement qualifiés, qui sont en rupture avec le monde de l'emploi. Et ça, je pense vraiment que c'est une référence qui est en train de modifier profondément le paradigme collectif, hein, sur tous les sujets, qui concernent tous les sujets. Voilà, merci. Merci, on va peut-être déjà laisser réagir un peu nos intervenants, parce que là il y a déjà beaucoup de sujets, à la fois la question de l'emploi, la question de l'énergie, la question aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, un système qui déresponsabilise, parce qu'à force de privatiser on perd la main aussi sur un certain nombre de choses, et ça je pense qu'il y a matière déjà à réagir. Je ne sais pas qui parmi vous souhaite commencer. Léa, je vais peut-être vous donner la parole. Bah merci. Alors effectivement, il y a plein de choses qui ont été dites, mais peut-être pour reprendre sur la partie des jeunes et puis ensuite sur la partie des exclus en général. Sur ce qui concerne les jeunes, on l'a vu dans toutes nos mises en place de dispositifs, dans tous nos dispositifs d'accompagnement divers, on a vu apparaître massivement toute une catégorie qui était jusque-là pas vraiment concernée par des dispositifs, que ce soit des dispositifs institutionnels ou que ce soit des dispositifs d'urgence. Et on a vu les jeunes arriver dans tous nos dispositifs parisiens, donc que ce soit sur les questions d'aide alimentaire, que ce soit sur les aides sociales. Et là, on a constaté deux choses. La première, c'est que nos dispositifs ne sont pas adaptés à ces publics, très clairement, parce qu'on est sur des publics qui... Je reviendrai aussi sur la question de l'inclusion numérique, mais qui savent très bien utiliser un smartphone et s'organiser, et ça, Ulysse le dira encore mieux que moi. Par contre, remplir un dossier pour une demande d'aide sociale, on en est un peu loin, hein. C'est plus difficile. Alors, c'est parce que c'est nous qui ne sommes pas efficaces, ça n'a rien à voir avec la capacité des jeunes. Et la deuxième chose dont on s'est rendu compte, c'est que c'était hyper brutal comme descente, en fait. Et on l'a vu pour les jeunes, mais même pour tous les publics, le fait de se mettre, de finir de se convaincre qu'il faut aller faire la queue à une aide alimentaire, qu'elle soit pour les étudiants, pour les jeunes ou pour le reste des publics, c'est assez rude. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on a rapidement mis en place des dispositifs aussi de soutien psy, parce qu'en fait, au-delà même de la démarche d'aller chercher une aide alimentaire, de faire la queue l'hiver, parce qu'il a fait bien froid cet hiver quand même, au-delà de ça, il y avait plein d'autres choses que ça révélait et qui pour moi ont surtout été révélateurs qu'on est dans une société qui n'a pas du tout pris soin de sa jeunesse et de toute une génération qui s'est retrouvée brutalement dans une misère et dans une pauvreté sans aucune réponse de la part de l'État. Je dis ça aujourd'hui, je lisais ce matin que même les repas à 1 € des Restos U sont supprimés aujourd'hui. C'est sûr, les jeunes, ils n'ont pas besoin de manger l'été, en fait, ça va bien se passer. Et donc vraiment, moi j'ai beaucoup d'inquiétudes sur le message qui est passé, qui est de dire t'es jeune, tu galères, je m'en fous. Et avec les petits moyens de la ville de Paris, qui ne sont pas négligeables, mais qui sont
normalement pas de notre compétence. On a essayé de mettre en place tout ce qu'on pouvait pour essayer de venir accompagner le difficile quotidien de cette génération, et on sait que c'est pas assez. Mais l'idée surtout, c'était de rappeler que nous n'abandonnons pas la jeunesse, on ne les laisse pas à leur triste sort, et que c'est un choix de société que le gouvernement a fait qui est gravissime. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que moi, j'ai en charge donc, les solidarités à Paris. Donc ça me donne la casquette d'avoir la présidence du centre d'action sociale de la ville de Paris, mais aussi d'être un peu vice-présidente en charge des affaires sociales du département, parce qu'on est ville et département. Donc je m'occupe aussi du RSA. Et le RSA à Paris, depuis 2008, est plutôt en baisse structurelle. Alors, pour deux raisons. D'abord parce que vivre à Paris avec le RSA, on ne va pas se cacher, ça ne marche pas. Donc en vrai, les allocataires RSA s'en vont de Paris. Et la deuxième, c'est qu'il y a une vraie difficulté de non-recours aux aides en général, et qu'on a des 30%, on estime à 30% des gens qui auraient le droit au RSA qui n'y vont pas. Donc on avait une baisse depuis une dizaine d'années, et l'année 2020 a été assez fatale parce qu'on a connu une augmentation de 10 000 allocataires entre janvier et décembre 2020. Donc on est passé de 60 à 70 000, ce qui fait une augmentation d'à peu près 15%. Alors là, ça redescend un tout petit peu, mais c'était particulier. Le reste le national, on était à 8,5, je crois, au plan national. Donc Paris a vraiment pris très cher parce que un certain nombre de secteurs d'activité ont clairement disparu. Les emplois ont clairement été, près de 40 000 emplois qui ont été supprimés dans la période. Et donc nous, là aussi, on n'était pas prêts. Donc les services sociaux n'étaient pas du tout prêts à pouvoir absorber 10 000 allocataires. On n'est pas prêt pour accompagner les 10 000 nouveaux allocataires, parce que c'est comme ça, le RSA, c'est pas seulement une allocation, c'est surtout un accompagnement à l'insertion. Mais absorber 10 000 allocataires de plus en quelques mois, c'est très très complexe. Et en plus, avec un système qui fait que ce dispositif, au-delà du fait que personne ne peut vivre avec 560 € par mois, en particulier à Paris, qui exclut tous les jeunes des dispositifs de solidarité. Donc on a un fonds d'aide aux jeunes à Paris qui a été pris d'assaut dans le courant de l'année. On a essayé de l'augmenter. On a augmenté aussi le fonds de solidarité logement, le FSL, qui est un dispositif qui vient accompagner les personnes qui ont du mal à payer leur loyer, qu'on a ouvert aux jeunes en CTU, en foyer de jeunes travailleurs et dans les centres d'hébergement quand ils payent un loyer. Donc ça aussi, pris d'assaut sur l'année 2021. En tout cas, là, on sent que en fait, les effets de la crise sanitaire vont aggraver la situation de celles et ceux qui étaient déjà dans la précarité, et vont clairement l'aggraver, parce qu'en plus, il n'y a aucun espoir pour un allocataire du RSA qui a 50 ans aujourd'hui de trouver un travail. Aucun. Donc, en plus, il y a une vraie question de démobilisation, et vont faire venir dans les dispositifs de solidarité des nouveaux publics auxquels on n'est pas prêt, pour lesquels on n'est pas prêt, d'abord en nombre, mais ensuite en profil. Et donc, c'est là que moi, j'ai une vraie réflexion sur le fait que notre système d'aide sociale en général, celui du CNR, celui de la solidarité en général, c'est un beau système en France parce qu'il est clairement un parachute quand il y a des chutes brutales, mais à la fin, il y a quand même une chute. Et donc on voit bien la limite du dispositif, et notamment pour tous ceux qui sont entre 18 et 25 ans, ou pour tous ceux qui sont en fin de carrière professionnelle, entre 55 et 65 ans, où là les droits sont très limités et les perspectives très réduites. Donc voilà, donc du coup, il faut qu'on... Voilà, pour que la parole tourne, je vais juste... Mais c'était pas... Vous la reprendrez tout à l'heure. J'étais en train de finir. Vous la reprendrez tout à l'heure. Mais puisqu'on était aussi sur la jeunesse, même si vous avez mentionné que d'autres catégories de population peuvent être largement touchées. Ulysse, j'en profite puisque vous êtes engagé au moment du premier confinement. Je voulais savoir peut-être d'abord comment, pourquoi, et puis aussi quel constat vous faisiez, vous, de cette... on parle de hausse de la précarité chez les jeunes. Est-ce que vous l'avez constaté? Vous me disiez que oui, évidemment, c'est pas une surprise quand on préparait ce débat, mais je veux bien que vous reveniez là-dessus parce que je pense que ça fait écho aussi à pas mal de choses qui ont été dites jusque-là. Oui, merci beaucoup. Merci aussi pour cette invitation, parce que c'est toujours agréable en tant que jeune engagé de pouvoir parler dans ces débats où on va parler des jeunes. Je le salue, je vous remercie pour ça.
moi j'ai 20 ans, donc on a créé à la rentrée 2020 une association d'aide alimentaire d'abord, puis d'aide matérielle ensuite, avec tout l'accès aux produits d'hygiène et toute cette question de jeunes qui ont 20 ans, qui ne peuvent pas se laver, qui ne peuvent pas se laver les dents. Et en fait, je vous dis ça, on dirait quelque chose de très grossier, mais en fait un jeune qui a 20 ans et qui ne peut pas se laver les dents, ça arrive en ce moment beaucoup trop. Donc on s'est créé au départ, on était 4, aujourd'hui on est 600, et donc là j'axe sur l'aspect engagement des jeunes, engagement étudiant, 600 jeunes qui se sont engagés alors que beaucoup n'avaient pas d'expérience associative pour aider d'autres jeunes. Et puis on aidait une centaine d'étudiants. En septembre 2020, on en aide aujourd'hui 1000 par semaine, 1000 sur des paniers alimentaires qui font entre 8 et 10 kilos, avec des produits d'hygiène, etc. Pour dire à quel point la situation elle est dramatique. Elle est dramatique pour énormément d'étudiants qui ont découvert la précarité. Et c'est ce que disait Léa, découvert la précarité. Nous, on a fait une étude auprès de nos étudiants bénéficiaires pour savoir qui ils étaient, quels étaient leurs profils, quels étaient leurs besoins. Et ce qu'on a vu, c'est que 8 étudiants sur 10, entre octobre et décembre, n'avaient jamais eu recours à aucune aide alimentaire avant. Autrement dit, si on prend en plus le premier confinement, 90% des jeunes, des étudiants en tout cas, qui demandent de l'aide, n'en avaient jamais eu besoin avant. Et donc quand on parle d'explosion de la précarité, c'est un fait vérifié. Et d'ailleurs, l'Observatoire des inégalités a fait une étude en disant qu'il n'y a pas d'explosion de la précarité. Ben moi, pardon, mais je dis non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, nous, notre étude, alors je dis pas qu'elle a valeur scientifique ou quoi que ce soit, n'empêche qu'on a été suivi par différents laboratoires, Action contre la faim, etc. Sur 1200 étudiants, ils disent j'ai jamais eu besoin d'aide alimentaire avant. Une étude que vous avez menée par questionnaire, par entretien, c'est ça? Tout à fait, une étude socio-statistique, donc 1200 questions, 1200 réponses statistiques, puis couplées par 20 entretiens qualitatifs, donc sociologiques. J'étais étudiant en sciences politiques, donc je le dis comme ça. Donc voilà, ça c'est le premier fait. Le deuxième fait, pour revenir à la question, comment éviter que la crise sociale succède à la crise sanitaire? La crise sociale, c'est aussi, et on en a parlé beaucoup hier, sur l'abstention des jeunes. Mais on ne peut pas s'étonner de l'abstention des jeunes quand on voit comment les jeunes sont traités par le politique, la politique, les politiques, entre guillemets. Et là, évidemment, je vais éviter de mettre tout le monde dans le même panier. Et je dis ça d'autant plus qu'on a été aidé beaucoup par la mairie de Paris, et ça c'est évident. Mais un jeune qui a vécu Parcoursup, qui n'a pas de master, qui galère pour se nourrir, etc., qui a assez peu d'aide et qui d'ailleurs n'a pas vu ses aides augmenter du fait de la crise sanitaire, évidemment c'est un jeune qui ne va pas se sentir représenté par les institutions politiques, etc., et en général. Et ça c'est une grosse problématique. Et nous, notre problématique aujourd'hui, je vais essayer de ne pas être trop long sur cette première intervention, c'est comment faire en sorte que les jeunes qui ont découvert cette précarité, les étudiants, ne sombrent pas dans la précarité durable et ne restent pas à solliciter une aide alimentaire par besoin et n'en aient pas besoin. Il ne soit pas réduit, entre guillemets, et vraiment, nous on essaie de faire en sorte que ce soit le moins péjoratif et le moins difficile possible, ne soit pas réduit à devoir demander cette aide alimentaire d'urgence, ces produits d'hygiène, faute de mieux. Et donc voilà, tout le travail, c'est maintenant de dire, c'est pas possible qu'un étudiant, qu'un jeune à 20 ans doive demander une aide alimentaire, c'est pas possible qu'il n'ait que ça pour vivre, pour survivre, c'est pas possible que d'ailleurs, à la fin, et je finis par là, ils doivent choisir entre ses études ou bien essayer de trouver un emploi, quel qu'il soit, même le moins qualifié possible, alors que l'étudiant est en Master 1, Master 2, voire beaucoup plus. Vous pouvez garder la parole une seconde. Moi, je voulais vous faire rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure, sur la question de l'énergie. On pourrait aussi parler du logement. Ça, c'est des budgets qui concernent tout le monde, mais évidemment, quand on est précaire avant les autres, je ne sais pas comment... vous disiez tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont plus les moyens d'acheter du dentifrice, etc. La question aussi de se chauffer, de se loger, c'est des questions qui sont très importantes. Est-ce que est-ce que vous avez rencontré des étudiants qui ont des difficultés très importantes et si oui, comment vous les accompagnez? Je ne sais pas. Alors évidemment, ça fait beaucoup de choses sur les épaules de votre association, mais je pose la question quand même. Mais la question touche une réalité qui est d'ailleurs celle de l'association. Et quand on s'est créé, on aidait seulement sur l'aide alimentaire. Et puis on a dû faire beaucoup plus de choses, notamment sur le logement. Donc nous, toujours dans notre étude, on a vu que 95% des étudiants qui nous sollicitent sont des étudiants qui ne vivent plus chez leurs parents. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le logement est le principal ou un des principaux coûts pour un étudiant, mais comme dans la vie en général, et donc une détresse supplémentaire. D'autant plus que le parc des résidences universitaires, parce qu'on dit oui, et notamment, j'ai parlé des repas en euros hier, et du fait que ça n'existera plus pour tous les étudiants comme c'est le cas aujourd'hui, et beaucoup m'ont répondu oui, mais ça va, il y a les résidences étudiantes, il y a le Crous, etc. Le taux de logement résidence étudiant en Ile-de-France, c'est 3%. Sur toute la France, c'est 7%. Donc c'est déjà scandaleux au niveau de la France. Au niveau de l'Île-de-France, c'est 3%. Donc comment on peut essayer de répondre à un besoin en termes de logement, faire en sorte que ce ne soit pas un coût supplémentaire, que ce ne soit pas un coût excluant, parce que tout ton argent part dedans. Donc il faut travailler au niveau des logements.
Nous, pour répondre à la question, comment on a travaillé sur ça? Alors, il y avait les dispositifs d'urgence, notamment auprès de la mairie de Paris. Il y avait aussi la Croix-Rouge qui a mis en place différents systèmes d'urgence. Mais parce qu'en fait, cette urgence, elle était réelle dans le sens où nous, on avait des étudiants qui étaient devenus sans domicile fixe. C'est-à-dire qu'en études à côté, j'ai en tête un étudiant en master de l'ingénierie informatique, master 1, bon élève, et à la limite, peu importe qu'il soit bon élève, mais le profil que j'ai en tête, et qui n'a pas de logement. Et donc nous, quand on est face à ça, alors qu'à la base, on distribue un panier alimentaire et puis des produits d'hygiène, on se dit mais comment on va faire? Donc il a fallu s'appuyer sur les associations, sur les institutions qui voulaient. Et d'ailleurs, je fais une aparté, les institutions qui voulaient, elles n'étaient pas nombreuses. Et notamment, nous, au niveau de l'État, bon, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas un an, donc on a sollicité, ils nous ont dit attendez de voir, etc. Au niveau de la région, pardon de le dire, ils ont refusé de nous aider, nous, en disant mais en fait, on est déjà une association, ça va, on ne va pas toutes les aider. Donc il y a aussi toute une problématique autour des institutions, certains ont aidé, certains un peu moins, voire pas du tout. Et donc voilà, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Oui, c'est aussi une question de choix politique quelque part. Et effectivement, il peut y avoir là des différences importantes. Je vois que Delphine Alu voulait la parole. Et après, je la redonnerai à la salle. Et évidemment, ensuite, vous pourrez tous la voir. En fait, bonjour à tous et à toutes. En fait, d'abord, je m'exprime en tant qu'ancienne présidente de la section des activités économiques du CESE. Et je le dis là parce que on vient de vivre un momentum pendant 5 ans au CESE où la présidence de la section des activités économiques et productives était présidée par un représentant, une représentante du groupe des associations. Voilà, je le dis. Une représentante du groupe des associations a présidé la section des activités économiques et productives dans cette assemblée représentative de la société civile. Pourquoi je le dis? Pas pour parler de moi, mais pour dire que l'économie est un sujet sérieux, fondamental, et que c'est le socle. Ça doit redevenir le socle, on doit se réapproprier la question économique. J'en viens au titre. Je suis très ennuyée par le titre de cette séquence. Pour moi, la gauche doit renouer avec une ambition qui n'est pas liée seulement à une stratégie d'évitement, de gestion de la pénurie, réparatrice. C'est fondamental. Tout ce qu'on fait en matière réparatrice, c'est fondamental. Il y a un truc bien qu'on peut reconnaître à Emmanuel Macron, c'est son « en même temps ». En même temps. L'ambition d'un homme ou d'une femme politique, c'est de savoir gérer le « en même temps » du court terme, du moyen terme et du long terme. Et nous, on doit, si vous voulez qu'on réponde à cette question, moi je me dis que la question n'est pas d'éviter les crises, c'est de consolider, de construire des fondamentaux, vous l'avez dit monsieur, des fondamentaux économiques, civiques, sociaux, politiques, pour structurer la société et impliquer, qui implique les citoyens, tous les citoyens et les résidents dans ce pays, pas seulement les citoyens d'ailleurs, parce qu'en fait, il n'y a que comme ça qu'on peut anticiper des crises et surtout survivre aux crises. Et la crise sanitaire, vous l'avez dit tout à l'heure, est un révélateur de choses qu'on avait parfaitement identifiées au CESE dès le début, en 2015, dès le début de la mandature. Marie-Claire Cailleteau, chef de file de la CGT au CESE, qui était dans ma section, s'est battue et elle a été suivie à l'unanimité de la section, avec les organisations patronales, les assos, tout le monde, pour dire remettons l'industrie. Ayons une pensée de l'industrie, ayons une pensée, parce que la crise sanitaire, c'est aussi une crise de la logistique et de l'industriel. Donc, en fait, on a besoin d'une pensée complexe, opérationnelle, et la gauche doit s'en saisir. En fait, la gauche doit se redonner une ambition économique, sociale, environnementale. Et monsieur, vous avez raison. Moi derrière ces termes, j'ai dit, mais il manque la transition écologique. Aujourd'hui, tous les gens qui m'entourent sont extrêmement inquiets des discussions autour du réchauffement climatique, qui est un fait avéré, et qui génère dans la population, quels que soient les individus, quelle que soit leur appartenance sociale, une inquiétude fondamentale. Et pour moi, le que faire, là, qui s'adresse à nous, eh bien, une des solutions, c'est de remettre en création, en fait, en réflexion et en capacité créative de réflexion collective, les citoyens, les élus qui les représentent, les conseillers municipaux, parce que c'est des super citoyens qu'on devrait mobiliser beaucoup plus. Ils étaient d'ailleurs dans les débats du grand débat partout, très présents, je l'ai dit tout à l'heure, mais on doit vraiment recréer du projet,
c'est des vieux mots de la gauche, mais du projet, mais d'un projet qui ne soit pas restreint à des objets qui seraient un peu nouveaux, innovants, machin. Moi, j'en veux beaucoup à nos familles lors de la dernière élection présidentielle qui n'ont pas été foutues de parler de protection sociale. Enfin, si, pardon. La France Insoumise en a parlé, c'était les seuls. Le parti majoritaire à gauche n'en a pas parlé, il a concentré le tir sur le revenu universel et est passé complètement à côté d'un sujet qui est le sujet de la protection sociale, de son financement, de son organisation, de l'organisation des soins, etc. Et tu peux hocher de la tête, mais je te promets qu'on a perdu des points là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de fondamentaux. Je rajouterai derrière liberté, égalité, fraternité, justice. La question de la justice sociale. Je veux dire, si on prenait comme seul objectif la justice sociale qui concerne tout le monde, sans exception, et si on réfléchissait dans cette perspective, en fait, le que faire, pour moi, c'est pas l'évitement, c'est reconstruire du rêve, mais d'un rêve qui s'ancre dans des réalités opérationnelles, économiques, mais d'une économie au service de nos objectifs, hein, si je puis dire. En tout cas, il y a l'idée de renouer avec un discours peut-être un peu plus positif. Je vais redonner la parole juste à la salle pour qu'on soit à peu près aussi à égalité de temps de parole. Et évidemment, vous la reprenez ensuite. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent réagir à ce liberté, égalité, fraternité, justice. En tout cas, avec cette idée d'être de nouveau offensif et pas seulement dans l'évitement, effectivement, comme vous le disiez très bien. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Oui, bonjour à tous, merci. Liberté, égalité, fraternité et justice, je vais rebondir là-dessus. On parle d'éviter, mais lorsqu'on voit aujourd'hui, est-ce qu'on a réellement la liberté, lorsqu'on voit que c'est 1% de la population qui choisissent pour le reste de la planète, est-ce qu'on est l'égalité, est-ce qu'on est vraiment égaux lorsqu'on voit que la richesse est détenue par 1% et que 90% de la planète vit dans la misère? Est-ce qu'il n'y a pas assez de richesse pour pouvoir faire vivre dignement l'ensemble de la planète? Donc on dit d'éviter, mais est-ce que les possibilités sont là? Lorsqu'on voit la jeunesse qui vit dans les conditions aujourd'hui, on a l'impression que c'est la crise sanitaire qui a fait cela, mais Coluche en parlait déjà à l'époque. Il disait qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est soutenable de pouvoir avoir des personnes qui meurent de faim ou qui meurent de froid? On voit que lorsque je prends des personnes qui meurent dehors, on en a tous les jours, et on voit le nombre de logements vides qui existent. On voit des personnes qui meurent de faim, et on voit à côté le nombre de gaspillages qu'il y a au niveau de la nourriture. Après, oui, je pense qu'à un moment donné, les politiques et l'abstention, je suis mobilisé aussi auprès de tous ces élus pour pouvoir mobiliser les jeunes, donc on les questionne, mais ils ne se sentent pas représentés. Lorsqu'on voit que les représentants défendent plus les 1% plutôt que les 99%, ils se posent la question. Ils sont là plutôt pour les défendre, et notamment sur les aspects primaires de la vie, donc se nourrir, se loger, avoir un avenir serein et se projeter dans l'avenir. Et aujourd'hui, la jeunesse ne se projette plus, alors que la politique est là pour apporter une vision, et aujourd'hui, elle ne l'apporte plus. Garde le micro, Mohamed, je peux me permettre de te tutoyer parce qu'on se connaît par ailleurs. Tu es Nevers-sois comme moi, tu as été élu au conseil municipal sous le précédent mandat. Tu connais bien les quartiers populaires à Nevers. Est-ce que toi, là, puisqu'on était sur le constat, est-ce que toi tu as le sentiment que la situation s'est dégradée? Pas encore. Voilà, quelle est un peu ta lecture des choses? Comment tu perçois un peu aussi tout ça? Je vais reprendre la phrase d'un intervenant d'un quartier populaire, représentant d'une association, peu importe laquelle, et au moment des Gilets jaunes. Donc on leur a posé la question, on leur a dit pourquoi vous ne rejoignez pas le mouvement des Gilets jaunes? Et sa phrase était frappante, elle a dit mais attendez, ça fait 40 ans qu'on est Gilets jaunes, on ne les a jamais écoutés. Aujourd'hui, quand on parle des situations, des crises qu'il y a actuellement, elles sont là depuis des années. Les quartiers populaires, on le voit dans l'intervention au président de Sandrine Rousseau, qui disait oui, il y a des initiatives. Mais quand on parle il y a beaucoup de termes qui ont été ghettoisés. Et à un moment donné, ces quartiers populaires, ils sont formés une autre société parce qu'ils ont été exclus. Et l'homme... Lorsqu'on voit l'homme est là pour survivre, donc forcément il va essayer de pouvoir se survivre en fonction des moyens, des conditions et de ce qu'il a, pas forcément dans le bon sens, mais à un moment donné c'est la nature de l'homme qui fait qu'à partir du moment où on l'exclut, on essaie de survivre. Donc les quartiers populaires, ça fait un moment qu'ils se sentent exclus des politiques, et malgré, on l'a vu dans les différents projets qui ont été mis là en rue.
Mais il y en a eu un dans lequel j'ai grandi. La rue, on s'est dit, on va améliorer l'habitat. C'est bien, mais on n'a pas construit un projet de vie, un projet de société avec eux. On a séparé les personnes qui ont vécu ensemble, on les a mis un peu partout. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un beau quartier, ça a été rénové, mais il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie sociale, il n'y a plus de liens. Alors que ça existait, toutes ces choses-là. Je pense qu'à un moment donné, il faut repartir de la base, construire avec eux, voir ce qui est bon, ce qui peut en ressortir, et construire avec eux. Sans cela, on ne pourra pas faire avancer les politiques. En tout cas, à construire avec ceux qui effectivement sont victimes ou les premières victimes de la crise sociale, sanitaire, évidemment avec tout le monde. C'est en tout cas un point important parce qu'aujourd'hui tu nous parles de résignation et effectivement il y a là, sans doute un enjeu pour la gauche, mais là aussi un enjeu pour tout le monde probablement. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut la parole là-bas. Bonjour, mon nom est Véronique et je voulais intervenir aussi sur ce débat au sujet effectivement de liberté, égalité, justice, fraternité, j'ai envie de dire sororité, parce que la crise a été aussi un grand révélateur au niveau économique de tous ces métiers qu'on dit essentiels et qui sont en fait les moins rémunérés. Et ça, je pense que c'est important. On a bien vu qu'il y a plein de choses qui n'auraient pas tenu pendant la crise si ces métiers n'avaient pas été là, qui sont essentiellement maintenus par des femmes aujourd'hui. Et donc ça, je pense que c'est vraiment à prendre en compte dans l'après-crise aujourd'hui. On n'en prend pas le chemin. On en a pris le chemin au début. Et puis là, c'est déjà passé presque aux oubliettes, j'ai envie de dire. Et c'est un enjeu pour moi qui est absolument important de revoir cette échelle de valeur des métiers productifs, non productifs. Productifs de quoi? Les métiers du care. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est absolument essentiel aujourd'hui dans le projet qu'on doit construire avec les personnes, avec les actrices. C'est-à-dire c'est des personnes qui sont à la fois victimes de la crise, mais qui sont aussi actrices de la crise. Et ça, je pense que c'est... Enfin, actrices et solutions, en tout cas. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel. Et le deuxième point, c'est que cette crise a révélé aussi tout le non-recours au droit d'un certain nombre de personnes. Alors ça, on le savait déjà. ATD l'a déjà dit et plein d'associations l'ont dit. Mais il y a aussi encore aujourd'hui plein de personnes qui ne recourent pas au droit. Et ça, je pense que ça nécessite aussi tout un travail d'accompagnement, du numérique, mais pas seulement. Quand on parle de simplification administrative, par exemple, moi, je viens de refaire une carte d'identité, je peux vous dire que c'est vraiment galère aujourd'hui, selon les endroits. Mais ce n'est pas que ça. Enfin, je veux dire, c'est tout un ensemble. Et je pense qu'il y a vraiment une réflexion à mener aussi là-dessus, sur ce non-recours au droit et comment on accompagne mieux toutes les personnes qui devraient en bénéficier. Parce que ça a des effets important sur le logement, mais aussi sur la santé et sur plein d'autres choses. Sur la question du non-recours au droit, sur la question de la participation, de la résignation, j'imagine que ça vous fait réagir. Jean-Marc Germain, je vous donne peut-être la parole. Oui, merci. Et peut-être un peu plus globalement, avant d'en venir à la question, je pense que la crise nous a apporté plusieurs enseignements. D'abord, ce qui a été appelé le « quoi qu'il en coûte », qui est tout simplement qu'un système de protection sociale, c'est là pour fonctionner, ça marche. Et au fond, ces milliards, ces dizaines et ces centaines de milliards qui ont été déversés, que nous avons réclamés dans les crises précédentes, je pense notamment à celle de 2008, et je pense tout particulièrement à l'utilisation massive du chômage partiel, est extrêmement efficace. Et ça, il faut que cet enseignement soit conservé pour la suite. Deuxièmement, ça a révélé aussi, et vous en avez tous parlé, les immenses trous, les béances qu'il reste dans notre système de protection sociale. Et tu parlais de la campagne de Benoît Hamon, moi j'étais co-directeur de sa campagne, c'est pas vrai qu'il n'a pas parlé de protection sociale. Tout était protection sociale. Le revenu universel, c'est une protection sociale. C'est de se dire, il y a des trous dans le système, il faut qu'il n'y en ait plus aucun, et donc on assure un socle. C'était pas, je pense que c'est ça que tu as voulu dire, plutôt, c'était pas forcément la bonne réponse, au sens où, en réalité, le revenu universel venait se substituer à un ensemble de protections qui sont très efficaces. Et était peut-être insuffisant pour celles qui ne le sont pas. La première, c'est évidemment qu'il est insupportable dans un pays que les jeunes n'aient pas accès au minimum social dès lors qu'ils sont détachés de leurs parents. Ça n'a aucun sens.
Ça existe dans très peu de pays où on dit aux jeunes, non mais parce qu'on n'a pas envie que vous commenciez votre vie avec des allocations, alors on ne vous l'octroie pas. C'est purement scandaleux parce qu'aucun jeune n'a envie de commencer sa vie avec des allocations. Tout le monde voudrait avoir accès tout de suite à un emploi bien considéré et bien rémunéré, et ce n'est pas le cas. Donc la question, la priorité des priorités absolues, c'est de compléter notre système de protection sociale pour que tous les jeunes, dès qu'ils atteignent l'âge de la majorité, aient accès aux mêmes droits que les autres. On n'est pas en train de demander quelque chose de supplémentaire. Et ça, j'espère, en tout cas à gauche, parce qu'à gauche, certains ont hésité sur cette question-là. Moi, je me souviens l'avoir porté dans une commission du projet de ma formation politique. Il y avait des débats, notamment de présidents de conseils généraux qui étaient à la gauche du parti, mais qui tenaient ce type de raisonnement. Donc, enseignement absolu, et Ulysse l'a dit, enfin, c'est ces files d'attente insupportables. Dans un pays qui est aussi riche que le nôtre, on doit y mettre fin au plus vite, et je ne conçois pas qu'il y ait un programme de gauche sans cette avancée majeure. La deuxième question, vous l'avez évoquée un peu à travers l'emploi, c'est la question des fins de droit. Moi, je milite depuis toujours pour qu'on mette fin aux fins de droit. Il n'y a aucune raison qu'un système d'assurance chômage cesse d'indemniser les personnes qui sont privées involontairement de leur emploi. La question, c'est le sérieux dans la recherche de l'emploi, et là, il peut y avoir des débats. Mais le fait qu'on ait accepté qu'à un moment donné, ça s'arrête, ou alors ça baisse par palier jusqu'à tomber sur un minimum social, ça n'a pas de sens. Et ça aussi, peut-être que le revenu universel l'adressait mal, et peut-être que c'est beaucoup plus simple de dire aux gens, dans notre pays, on va se battre pour qu'il n'y ait plus de fin de droit. Et que donc, ça a existé dans les pays d'Europe du Nord, avant qu'eux-mêmes n'y reviennent. On indemnise à durée illimitée, enfin jusqu'à ce qu'on retrouve un emploi. Troisième élément, c'était il y a la question du non-recours. J'y reviens pas, mais elle est essentielle, c'est-à-dire que dans ce qui existe, il y a énormément d'aides qui ne sont pas forcément nationales, qui peuvent exister dans les départements, dans les universités aussi, parfois, dans les mairies. Et nous, dans notre campagne en Ile-de-France, malheureusement, on n'a pas gagné, mais il y avait l'idée de créer une carte jeune numérique et que ce soit la région qui soit chargée de donner un octroi automatique à toutes les aides, de l'aide la plus locale d'une université, j'évoquais ce cas par exemple, aux aides nationales, et ça aussi, ce serait une avancée majeure. Donc, deuxième enseignement, on a beaucoup de travail à faire pour compléter le système de protection sociale. Et en réalité, ça coûte très très cher à ceux qui en sont les victimes. On a parlé des jeunes. Mais ça ne coûte pas très cher au système social en général. Troisième enseignement, on a vu que la dette, ce n'était pas un problème. Alors, il y aura un autre débat sur la dette, je ne vais pas y venir, mais on nous faisait peur en disant si ça dépasse les 100%, c'est la fin du monde. Le franc, l'euro, le dollar, tout va s'effondrer. La réalité, c'est que la dette, c'est un choix d'un pays. Et qu'en ce moment, on est dans un moment, et Delphine a raison de dire qu'il faut qu'on place notre débat sur les transitions qu'on a à accomplir. La transition écologique, bien sûr, j'y reviens pas. La transition numérique aussi, vous l'avez évoqué, mais elle est effrayante à certains égards. On commence à s'en rendre compte maintenant sur l'impact sur le débat public, sur l'entrée dans nos cerveaux jusqu'à nous dire ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut consommer, pour qui il faut voter. Donc on a un immense enjeu à adresser, et là aussi il faudra des moyens, et puis bien sûr la question sociale, et je termine là-dessus pour cette première intervention. Vous avez eu raison, Jean-Luc, de commencer par la question des gilets jaunes. Alors on peut mettre plein de choses derrière cette gilet jaune, mais derrière les gilets jaunes, il y a la question de l'énergie que vous avez évoquée. Moi j'y mets plus généralement la question du décalage entre la contribution à la société, notamment par l'impôt, et le retour qu'on peut avoir de la société. Notamment la question des services publics, la question de la désertification. On a évoqué la question du chômage et de la crise du chômage dans les zones urbaines. Quand vous êtes en bas de l'échelle, entre guillemets, vous avez des allocations qui sont bien supérieures au montant des impôts que vous payez, même si on prend en compte la TVA. Quand vous êtes au milieu de l'échelle des salaires, eh bien, si vous vivez dans une grande ville et que vos enfants ont accès à l'école
à l'université parce qu'ils peuvent rester chez vous et donc il n'y a pas le problème du logement à prendre. Alors à ce moment-là, les classes moyennes reçoivent beaucoup plus que ce qu'elles paient dans l'impôt. Mais quand vous habitez un endroit où tout ça n'existe pas, ou n'existe plus parce que le collège a fermé, parce que les services publics ont fermé, mais comme le service public était la principale condition de l'adhésion au pacte républicain, et notamment ça s'est traduit par « moi je ne veux plus payer des impôts pour les autres », il y avait un peu une jacquerie fiscale aussi dans ce mouvement-là, mais tout ça n'est pas une lubie, c'est une réalité dans tous les territoires qui n'ont pas accès à la gratuité du service public. C'est pour ça d'ailleurs que dans notre campagne, même si ça a fait débat, en Île-de-France, on a poussé pour continuer à augmenter les gratuités en disant l'école est gratuite, c'est très bien, l'université est gratuite de moins en moins, il y a la question des frais scolaires, mais il y a la question du logement étudiant. Il y a d'autres éléments qui peuvent être conquis, comme la gratuité des transports en commun, parce que ça devient un passage obligé de tout déplacement. Et nous, en tout cas, c'était une conquête pour la gauche. Et ce problème-là devient criant, la question des classes moyennes et entre guillemets des gilets jaunes, quand il y a des chocs qui interviennent économiquement à travers notamment le prix de l'énergie, parce qu'on vous pousse à vous endetter sur votre voiture, sur vos logements. Votre compte, il est déjà en rouge à tous les fins de mois à partir du 27, du 28. Et puis quand arrive une augmentation du prix de l'essence massive, alors ça devient insupportable. On tombe dans le surendettement, dans la difficulté majeure. Et je termine là-dessus, vraiment. Je pense aussi que la question de pouvoir se déplacer en zone rurale quand il n'y a pas des transports en commun, y compris à travers la question de l'essence, c'est une question de protection sociale. C'est pour ça que moi je suis défavorable aux taxes sur le carbone et à la taxe carbone, parce que je pense que c'est la mauvaise solution. Il vaut mieux planifier des transitions en donnant du temps aux gens pour s'adapter. Mais y compris, il faut pouvoir créer des protections de pouvoir d'achat pour des gens qui sont soit pour le fuel, soit pour la voiture, à un moment donné dans l'impossibilité d'aller se déplacer, y compris pour aller travailler. Merci pour cette intervention et ça nous permet de glisser doucement du constat aussi vers les solutions progressivement. Manuel Demergue, vous, à la Fondation Abbé Pierre, vous faites un peu les deux puisque vous faites des études sur le logement évidemment, mais ça nous donne une idée plus large de la situation. Vous allez pouvoir en parler sur le constat, mais vous faites aussi des propositions et je vous propose d'articuler les deux dans votre intervention. Eh ben, merci. Et vous pouvez aussi réagir à ce qui a été dit plus largement. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Oui, déjà sur le constat, l'année 2020, effectivement, elle a été assez terrible quand même, en particulier en bas de l'échelle, en particulier pour les mal logés, à la fois en termes de dégradation des revenus et des conditions de vie. Évidemment, c'est pas pareil d'être mal logé la nuit que d'être mal logé toute la journée parce qu'on est confiné. Donc ça, c'était extrêmement dur, y compris pour les personnes qui étaient hébergées dans des hôtels, dans des conditions assez sordides. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on n'a sans doute pas assez vu, mais qui est difficile à vivre et qui reste difficile à vivre parce que souvent les personnes n'ont pas bougé depuis 2020. Sur le plus spectaculaire de la dégradation de la situation, les distributions alimentaires. On a mené un sondage avec Ipsos qui montrait que chez les 18-25 ans, 20% avaient eu recours à l'aide alimentaire en 2020 et que les 3/4, effectivement, c'était la première fois de leur vie. Donc là, c'est une entrée dans la vie adulte qui est extrêmement violente. Après, sur le reste, est-ce qu'il y a une explosion de la pauvreté ? Moi, je suis assez d'accord avec l'Observatoire des inégalités dans le sens où il n'y a pas une explosion. Au sens, explosion, c'est x2, x3. Aujourd'hui, je pense qu'on est un peu dans un entre-deux où on ne sait pas encore de quel côté la pièce va retomber. Pourquoi ? Parce que si on prend les indicateurs qu'on a, avec tous leurs défauts, le nombre de ménages au RSA, ça a beaucoup augmenté en 2020 et ça baisse beaucoup en 2021. Quand on regarde le nombre, il y a à peu près 2 millions de ménages au RSA en France. Aujourd'hui, par rapport au début de la crise, il y en a 40 000 de plus. 40 000 sur 2 millions, donc c'est beaucoup, il y a un effet, et ce n'est pas une explosion de la pauvreté dans ce sens-là. Sur le chômage, pareil, on n'a pas vraiment une explosion du chômage, donc, mais ça peut arriver, ce n'est pas fini, et surtout cette crise, on ne sait pas à quoi elle va ressembler dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Donc toute la question qui se pose maintenant, et c'est le sujet de la table ronde, c'est est-ce que cette crise sanitaire, qui espérons-le va s'arrêter un jour, va se transformer en crise sociale ? Et on sait que parfois ça prend du temps, cette transformation, et parfois elle n'arrive pas. Donc peut-être qu'elle n'arrivera pas, mais peut-être qu'elle arrivera et ça dépend essentiellement des politiques publiques qui vont être menées. Pourquoi je dis que ça prend du temps ? Parce que la crise financière de 2008, donc là, ce n'est pas la même crise, mais bon, ça c'était une crise assez massive,
elle s'est traduite, par exemple, en ce qui concerne la Fondation Abbé Pierre, par des expulsions locatives 4, 5, 6 ans après. Et c'est jamais redescendu en fait. Mais ça prend du temps, parce qu'entre le moment où la crise financière éclate, le moment où votre entreprise a des problèmes, le moment où ils en concluent qu'il faut vous licencier, que vous perdez après 2 ans vos indemnités chômage et que vous arrêtez de payer votre loyer et que vous êtes expulsé, ça prend 6, 7, 8 ans parfois. Donc il faudra être extrêmement attentif. Mais attention quand même à une forme de piège dans le débat, mais les médias sont beaucoup là-dessus. On nous demande en permanence, est-ce que vous avez des nouveaux pauvres, des nouveaux mal logés à cause de la crise du Covid? En grande majorité, les pauvres, les mal logés sont ceux qui étaient déjà pauvres et mal logés avant la crise. Par contre, ce que ça a changé, et que ça s'est aggravé, et quand on voit en fait l'augmentation du nombre de personnes au RSA, c'est essentiellement des gens qui ne sortent pas du RSA. C'est ça qui a changé en fait en 2020, c'est des gens qui ne sortent plus du RSA, pas tellement, beaucoup plus qui arrivent. Donc et du coup, il faut qu'on arrive à montrer que la situation sociale était déjà grave avant le Covid, et pas simplement s'arc-bouter sur les nouveaux pauvres bunkable du Covid, qui sont les pauvres à la mode. Voilà. Et ça, c'est vraiment parce que c'est évidemment l'optique médiatique tout à fait compréhensible, mais dans laquelle il faut pas trop tomber. Donc comment on fait pour éviter justement que ça se transforme en crise sociale? Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites. La question effectivement de la distribution alimentaire, c'est intéressant parce que ça montre que, et tous les effets psychologiques, négatifs en termes d'estime de soi qui vont avec. Je veux dire, c'est vraiment pas agréable de faire la queue pour avoir droit à des boîtes de conserve, à avoir droit à un repas qu'on vous impose, voilà, avec toute la bonne volonté des personnes qui le distribuent. Et donc, on parle beaucoup d'empowerment, de comment, par la culture, le sport, etc., on peut réussir à ce que les personnes se reprennent en main. Le meilleur outil d'empowerment, c'est quand même l'argent dans notre société. Et donc, avoir un peu d'argent sur son compte en banque à la fin du mois, c'est beaucoup plus utile que d'avoir des aides pour la distribution alimentaire, etc. Donc, il ne faudrait pas que cet élan de solidarité reste cantonné à des distributions extrêmement concrètes, matérielles, mais qui maintiennent les personnes dans une forme de dépendance. Et on l'a vu au début du confinement, dépendance extrêmement fragilisante, parce que le jour où, pour des raisons de confinement, les retraités ou les jeunes ne peuvent plus sortir de chez eux, les gens crèvent de faim, quoi, vraiment. On a rencontré au mois de mars-avril 2020 des gens qui avaient faim dans la rue, et donc il y a eu des solutions qui se sont inventées. Alors tu l'as dit, Ulysse, c'est souvent les pouvoirs publics ont eu du mal à réagir rapidement, et heureusement qu'il y avait les associations ou les collectifs citoyens sortis un peu de nulle part pour apporter des solutions. Donc vraiment, le plus simple pour éviter la grande pauvreté, c'est d'élargir les minima sociaux et de les augmenter. C'est vraiment, et ça, c'est pas de la grande inventivité sociale, au-delà des débats sur le revenu universel ou pas. Là, c'est voilà, le RSA, il est à 560 €, passons-le à 700, 800, 900 €, ça peut faire l'objet de plein de débats. Ce ne sont pas des mesures qui coûtent extrêmement cher, et là aussi c'est intéressant d'avoir cette mise en perspective des centaines de milliards d'euros qu'on a dépensés, parce que là on s'aperçoit que si on voulait éradiquer la grande misère en France, ça coûterait beaucoup moins cher que ça. Voilà. Donc après on peut débattre des effets indirects, induits, mais enfin ça on sait que ça marche. Voilà, donc ça c'est quand même assez intéressant. Et puis sur les ruptures qui peuvent être engendrées par la crise économique et sociale actuelle, parmi ces ruptures-là, il y a la question du logement qui est fondamentale. Nous, c'est celle qui nous intéresse à la Fondation Abbé Pierre, mais elle est vraiment centrale, et le confinement a montré qu'avoir un logement, c'était central. Donc là, ce qui nous inquiète beaucoup depuis 5 semaines, c'est la reprise des expulsions locatives depuis le 1er juin. Cette crise a eu des bons côtés parce qu'en 2020 et jusqu'au 1er juin 2021, il y a eu très peu d'expulsions locatives. Aujourd'hui, ça recommence, et ça recommence fort, parce que le ministère du Logement n'a pas pris des mesures aussi fortes qu'en 2020. Et donc, le ministère autorise les préfectures à expulser sans relogement et parfois sans hébergement. Donc là, pour le coup, on est sur des ruptures qui peuvent être durables, qui peuvent avoir lieu à un moment donné, mais une fois que vous êtes expulsé, ça vous marque, vous, vos enfants, pendant des mois et des années, parfois toute votre vie. Donc, dans un contexte d'effondrement des constructions neuves aussi. Et dans la partie bombe à retardement qui peut avoir des effets dans 5, 6, 10 ans, c'est que l'année 2020 et 2021 sont des très mauvaises années en termes de production de logements sociaux, logements privés également, de mener des chantiers, de hausse des coûts des matières premières. Et donc ça, les logements sociaux qui ne sont pas sortis en 2020, ça aura des répercussions sur la crise du logement en 2022-2023. Et donc on n'est pas sorti de ça, et ce sera une des conséquences du Covid, même quand on aura peut-être oublié que le Covid a existé, quoi. Donc il faut vraiment aujourd'hui agir pour relancer la production, en particulier HLM, en particulier des logements très sociaux,
Et le plan de relance, par exemple, a complètement oublié cet aspect-là. Le gouvernement a continué à ponctionner les bailleurs sociaux, comme jamais on a fait par le passé, à ponctionner les allocataires des APL, alors qu'il y en a eu absolument besoin avec la contemporanéité, avec beaucoup de coupes. En gros, chaque année, c'est 4 milliards d'euros en moins dans les APL du fait des décisions de l'État. Donc là, on voit qu'il y aurait beaucoup de choses à faire. Augmenter les minima sociaux, relancer le logement social, davantage relancer la rénovation énergétique des logements, pour rebondir sur la question énergétique. C'est la reprise des expulsions, c'est aussi la reprise des coupures d'électricité. Et donc ça aussi, si la gauche cherche une mesure sociale, une conquête sociale, même petite, interdire les coupures d'électricité pour et les remplacer si besoin par des réductions de puissance pour qu'il y ait quand même un signal. Mais là, voilà, là on est dedans, et donc la crise sociale, si on ne fait rien, peut tout à fait succéder à une crise sanitaire. En tout cas, il y a déjà beaucoup de pistes de solutions qui sont énoncées. Tout à l'heure, on a parlé du RSA jeune, là on a parlé aussi du revenu universel, bien pas bien, mais en tout cas, des pistes de discussion. La question du logement est une question centrale. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de réagir aussi à tout ce qui s'est dit peut-être ? Oui, bonjour à toutes et toutes. Je voudrais remercier Madame Lalu tout à l'heure pour votre intervention. Quand vous avez dit il faut qu'on se réapproprie l'économie, effectivement, il ne faut pas que ça reste des débats en apparence dépolitisés, parce qu'en réalité, et on le sait très bien, c'est un outil de politique. En ce moment, il y a le plan de relance de l'économie qui est en cours. On n'en parle pas trop dans le débat public, j'ai l'impression. Moi, je suis agent public, et donc dans mon ministère, il se met en place. Et en fait, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est il faut que dans le débat public, on se saisisse de ce plan de relance de l'économie, parce qu'on voit aujourd'hui déjà à qui il va bénéficier, et c'est à toutes les entreprises du monde d'avant, en fait, en priorité. Il y a un rapport de la Fondation des femmes qui est sorti au printemps, là, qui montre que justement les femmes, les premières de corvée, comme vous le mentionniez tout à l'heure, madame, sont les grandes oubliées de ce plan de relance de l'économie. Et donc voilà, je pense qu'il faut qu'on exige d'avoir des comptes sur cette politique publique de relance qui est en train d'être mise en place, parce qu'en fait, c'est de l'argent public, c'est notre argent à toutes et tous. Il y avait d'autres demandes de parole ? Ouais. Je voudrais juste revenir sur le problème de l'énergie, parce que je pense que quelque part, c'est fondamental. Dans le sens où vous avez tous remarqué que l'essence et le gazole augmentent. On arrive à peu près, pas très loin, du montant où était le gazole et l'échange du temps du soulèvement des Gilets jaunes. Je veux dire que moi, je ne voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais je veux dire qu'on n'a pas un gouvernement de gauche, et ce gouvernement veut aussi participer à la transition écologique. Et je ne serais pas étonné que d'ici les élections, on s'approche des 2 € au niveau de l'essence, pour inciter les gens à acheter des véhicules électriques. Alors bon, qui dit augmentation de l'essence, dit augmentation de l'alimentaire. Parce que bon, l'alimentaire, il ne vient pas tout seul dans les grandes surfaces et dans les magasins. Donc moi, je pense que les choses peuvent et risquent de s'accélérer sous des arguments fallacieux. Mais bon. Alors là, il y a la question de l'énergie, mais je vais garder le micro juste une seconde pour vous faire réagir aussi à la question des... Est-ce que l'augmentation des minima sociaux, est-ce que le revenu universel, est-ce que le RSA pour les jeunes, est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent permettre éventuellement effectivement d'éviter la crise sociale, ou est-ce que c'est peanuts par rapport justement à la question de l'énergie, par rapport à la question du logement, par rapport à d'autres... Moi, je pense que c'est peanuts par rapport à l'énergie et à l'alimentaire. Je veux dire que là, je pense que bon, on est sur une pente glissante, et puis il y en a qui s'amusent bien à la savonner, et donc je suis pas sûr que bon que ça tienne encore bien la route, parce que bon, qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut se passer que vont arriver les élections, on dira à la population, vous n'êtes pas content que l'essence est à 2 €, vous allez voter. Vous allez choisir entre M. Macron et Mme Le Pen.
Donc, votre liberté de choix est dans les élections. Et là, je reprendrai un slogan que j'ai déjà cité, qui date de mai 68, un ancien slogan qui était affiché dans les rues de Paris, « Élection, piège à con ». Moi, bon, entre Macron et Le Pen, moi, je n'irai pas voter. Hein. Derrière vous, il y avait aussi une autre intervention, une demande d'intervention. Ouais, je voulais juste réagir sur Alors, j'adhère totalement à tout ce que vous avez dit. Je voulais juste réagir par rapport au début de votre intervention. Je mettrais quand même un petit bémol sur la non-explosion du chômage, pour la bonne et simple raison qu'on voit que l'utilisation et le recours aux contrats courts, voire extrêmement courts, il me semble, je ne suis pas sûr de ma stat, mais il me semble qu'aujourd'hui, 80% des contrats de travail signés à l'échelle nationale aujourd'hui sont des CDD de moins d'1 mois. Donc oui, les gens travaillent, mais s'installent durablement dans une précarité, dans la relation, dans une très grande précarité dans la relation à l'emploi. Voilà, donc je voulais juste repréciser ça. Par rapport aux solutions et peut-être porter quelque chose d'un petit peu enthousiasmant, il y a aujourd'hui quand même dans cette lutte contre la crise sociale, il y a des initiatives qui sont particulièrement intéressantes à suivre. Alors je ne sais pas si c'est la panacée, je ne sais pas si c'est la solution. En tout cas, c'en est une. Je pense particulièrement à l'expérimentation de territoire zéro chômeur de longue durée, qui vient de faire l'objet d'une seconde loi d'expérimentation pour avoir 50 nouveaux territoires de plus en France. Il y a déjà 10 territoires aujourd'hui, dont un dans la Nièvre, à Prémery, qui expérimente ça, où l'idée c'est de capter le coût de la privation d'emploi pour le transformer en emploi durable, en CDI. Bon, bah, aujourd'hui, il y a 2 territoires expérimentaux qui, au bout de 5 ans, ont atteint ce qu'on appelle l'exhaustivité. En gros, ils n'ont plus de chômeurs de longue durée volontaires disponibles sur leur territoire. Et ça, en créant de l'emploi non concurrentiel et en partant des besoins du territoire. Voilà, donc peut-être que le changement de prisme aussi, je parlais de changement de paradigme tout à l'heure, le changement de prisme, c'est peut-être plus voir les choses par rapport à l'emploi, mais voir par rapport à la quantité de travail. Ce n'est pas le travail qui manque, c'est l'emploi aujourd'hui. En tout cas, il y a la question de l'emploi qui est pointée du doigt, et puis aussi la question de répondre peut-être à des problèmes sociaux larges par des réponses territorialisées, locales, de proximité, comme c'est le cas avec Territoire zéro chômeur de longue durée. Alors, je voyais que Jean-Marc vouliez réagir, Ulysse, je vais tous vous laisser réagir. Il nous reste un quart d'heure, ça vous donne 2-3 minutes un peu, alors non pas pour conclure, mais en tout cas réagir, ramasser un peu tout ce qui a été dit aussi, et puis évidemment rester plutôt sur des propositions pour cette fin de débat. Oui, moi je veux bien intervenir sur la question économique parce que vous avez raison. Il y a la mise en place d'un système de protection sociale et on a parlé de toutes les difficultés qui se posent pour tel ou tel type de personnes et qui sont dramatiques et qu'on a vu avec force dans la crise et qu'il faut améliorer. Mais la réalité, c'est que si on veut régler en profondeur les difficultés dans lesquelles nous sommes, ma conviction, alors c'est peut-être parce que je suis économiste, mais c'est qu'on n'y arrivera pas sans des politiques économiques totalement différentes de celles qui sont à l'œuvre dans le plan de relance. D'ailleurs, si on veut se dire les choses, le plan de relance, ça a été une mise en œuvre massive du chômage partiel. Et là, il faudra se battre pour que ça reste jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'une entreprise qui en a encore besoin, même si elle n'est pas dans la première vague de la reprise, elle le soit. C'est des aides massives aux commerçants pour se substituer à leur chiffre d'affaires quand ils ont été empêchés, ou sous forme de prêt, mais ensuite, ce n'est pas grand-chose. Et notamment, ce n'est pas la politique économique majeure que nous devons mettre en place qui doit accompagner la transition écologique, qui est une politique d'investissement massive de dizaines, centaines et centaines de milliards d'euros. La bonne nouvelle, je le disais tout à l'heure, c'est que la dette, ce n'est pas un problème. Donc allons-y, payons la transition écologique. Faisons en sorte, ce n'est pas un problème pour l'État, bien sûr, et l'État peut accompagner les collectivités locales. Donc ça pourrait ne pas être un problème pour les collectivités. Allons-y massivement pour que l'énergie coûte moins cher. Et moi, je le dis, je suis pour qu'il y ait un bouclier énergie pour les familles les plus modestes, pour qu'elles puissent continuer à se déplacer,
quelle que soit la variation du prix du pétrole. Mais on doit fonctionner de manière très différente en matière économique. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, moi je ne suis pas très favorable à une taxe carbone. C'est que toutes ces idées où on laisse fonctionner le marché et on met des petites corrections, des petites incitations via les prix comme les taxes, ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne pas assez vite et ça ne peut pas fonctionner dans la transition écologique. Et donc il faut retrouver le sens de la planification. Et je pense que c'est très important, c'est-à-dire dire où on va, comment on y va, secteur par secteur, et fixer un cap aux différents acteurs. La planification a un deuxième intérêt, c'est qu'on montre le monde dans lequel on va vivre. Alors qu'aujourd'hui, on est dans les renoncements. Il faudra renoncer à vous déplacer en voiture, ou en tout cas en partie. Il faudra renoncer à prendre l'avion. Il faudra renoncer à manger de la viande 7 jours sur 7. Alors que la planification, ça vous montre le monde de demain. Et ça vous dit, dans son monde de demain, vous allez vous réveiller à Paris le long des berges de Seine et vous allez sentir un grand vent frais, vous allez faire la fête avec vos amis et il n'y aura pas de voiture. Ce n'est pas renoncer à traverser Paris en voiture, c'est goûter de ce plaisir de cette vie-là. Le deuxième élément, très rapidement, c'est difficile à dire pour des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois, mais quand même, il faut redéfinir aussi ce que c'est que la croissance. La croissance, ça ne peut pas être le tout avoir. Alors bien sûr, pour ceux qui n'ont rien, il faut se battre pour qu'ils aient la même chose enfin, en tout cas, ce qui permet de vivre décemment. Mais on est intoxiqué par la société de consommation. Et tant qu'on sera intoxiqué par la société de consommation qui fait qu'après la 3G, il y a la 4G, la 5G, la 6G, on s'en sortira pas. Et donc il faut, on l'avait porté nous aussi dans notre campagne et on le porte en général dans nos projets politiques, mettre des mots et notamment redéfinir ce que c'est que l'objectif de la société. Ce n'est pas la croissance du PIB, de la consommation, c'est l'amélioration du bien-être et le progrès humain. C'est absolument fondamental parce que tant que les mots sont pas bons, les aspirations des femmes et des hommes iront vers ce que prônent ces mots-là et on ira vers une contradiction entre la destruction de la planète, la paupérisation des plus modestes et l'absence de bien-être. Et puis dernier point très très court parce qu'on n'a pas le temps. Mais il y a quand même la question de comment on paye tout ça. J'ai dit la dette, c'est pas grave, allons-y gaiement, 150, 200%, 250%. Du point de vue de l'économiste, ça ne pose aucun sujet. D'autant plus qu'on est en train de rembourser une dette qui est la dette écologique. Il y a la question de la fiscalité où, je veux vous le dire, il y a très peu de marge, c'est mon métier et je travaille là-dessus en tant qu'économiste. Il faut vous dire qu'il y a très peu de marge de manœuvre jusqu'aux 5% les plus riches. Donc toutes les mesures fiscalo-sociales qui feront de la redistribution pour les plus modestes ou pour les classes moyennes et qui prendront sur les ménages de la classe moyenne supérieure se heurteront à une révolte fiscale alors qu'il faut chercher, même si ça apparaît cibler les très très riches, quand Thomas Piketty, même en France, dit les solutions c'est sur les 1, les 2, les 3% les plus riches, il a raison parce qu'ailleurs il n'y a plus de marge de manœuvre. Et là, il y a des marges de manœuvre à peu près. Vous êtes obligé de conclure parce que là, on ne va plus avoir le temps sinon pour... À peu près, je finis juste, c'est mon dernier mot, à un tiers de l'impôt. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, mais il y a des marges et elles sont à cet endroit-là. Alors, sur ces débats d'économie, je ne vais pas prendre position parce que j'aurais du mal à aller plus loin, même si je pense globalement être d'accord. J'ai envie juste d'aborder quelques sujets qui ont été abordés, et notamment sur comment faire en sorte, pour revenir sur ce sujet, pour éviter que la crise sociale succède à la crise sanitaire. Il y a plein de choses, évidemment. Là, on a parlé des dépenses, et je pense que c'est une grosse question, parce qu'on a parlé des aides, évidemment, mais la question du coût de la vie, c'est une question primordiale. Alors, il y a la question de l'énergie. Pour les étudiants, et moi, ce que je connais, l'augmentation des frais d'inscription, progressive, avec la CVEC, c'est-à-dire chaque étudiant paye depuis 2 ans 91 € en plus chaque année. Pour les étudiants étrangers, ils payent 10 fois plus extra-communautaires que les étudiants nationaux. Ces questions permettent aussi notamment dans cette situation actuelle, de se dire on ne va pas aggraver la situation. En un mot, les étudiants étrangers, c'est 60% de nos étudiants bénéficiaires. Et parmi ces étudiants étrangers, beaucoup payent les frais extra-communautaires, donc payent 10 fois plus que les autres. Et en fait, si on retombe aux frais d'inscription normaux, entre guillemets, les 171 €, en fait, ils ont économisé quasiment 1 000 € sur l'année. Donc déjà, ça peut être une première piste de solution. La deuxième piste de solution, et sans vouloir aller contre les aides, parce qu'il me semble que c'est important pour
pour les personnes, je dis étudiants tout le temps, c'est l'habitude, excusez-moi, pour les personnes en difficulté, au-delà de la question des aides, c'est la question de l'emploi. Et je pense qu'on a un peu parlé, mais pas assez de la question de l'emploi, et je pense que c'est peut-être la priorité qu'il faut retrouver pour permettre aux gens aussi, et on a parlé d'autonomie, de pouvoir vivre décemment, c'est aussi pouvoir travailler. Et là, il y a plein de choses à faire. Évidemment, il y a la question, par exemple, de la garantie emploi universelle. C'est une vraie question. On parle de question de transition écologique. Créer un emploi vert, c'est créer un emploi, et c'est aller dans la question de la transition écologique. Et nous, pour ce qui est des jeunes, c'est primordial. D'autant plus que quand on sort des études et qu'on se retrouve avec aucun débouché professionnel, en fait, on continue à s'enfoncer, à se rapprocher de la pauvreté ou de la précarité. Et voilà. Donc ça, c'est toutes ces questions. Et je pense qu'il faut aussi parler d'emploi sur ces questions. Par exemple, la question du plan Un jeune, une solution du gouvernement, on peut rigoler tous ensemble, un peu doucement, je vous ai entendu le faire. C'est quelque chose qui est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un emploi. Et d'ailleurs, je vais finir là-dessus avec un peu de sarcasme. Bruno Le Maire qui dit un jeune n'a pas envie d'avoir recours aux allocations et de commencer sa vie avec une allocation. Je suis d'accord, mais d'ailleurs, proposez-lui un emploi à la place. Oui, non, on a parlé de protection sociale, ça m'a fait penser, puis en t'écoutant, à la propriété. On a construit une propriété sociale et ce qui me paraît aujourd'hui être au cœur de nos échanges, c'est, je pense, l'appropriation collective de l'économie, de l'activité, de l'entrée en économie, de notre projet. Et moi, il y a des choses qui sont en train de se dessiner qui m'inquiètent. Dire qu'on pousse l'économie circulaire, c'est important. En revanche, ce qui se passe autour de l'économie de la fonctionnalité, cause la notion de la propriété de l'objet, qui va créer une dépendance. En fait, c'est le micro qui... Oui, pour la gauche au sens large, je crois qu'il faut qu'on reprenne cette question de la propriété, de la propriété individuelle, collective. Voilà, comment on fait du ensemble, comment on construit ensemble et comment la manière dont on crée de l'activité, on crée du dispositif, enfin les dispositifs on s'en fout, mais on crée des solutions à partir dans une logique collective, et bien comment tout ça est accepté par chacun. Il faut travailler vraiment les éléments de réflexion, d'appropriation. Et je ne peux être que d'accord avec ce que vient de dire Jean-Marc sur la planification. Je l'ai dit ce matin sur le système de santé. Je pense qu'on a un gros problème de non-pluriannualité des budgets, de la finance, de l'organisation de la finance publique. Ça a des conséquences monumentales pour le système de santé. Avoir des lois de financement de la sécurité sociale qui sont votées chaque année ne permet pas justement de s'impliquer quand on est citoyen dans la compréhension de ces sujets. Ça vaut pour le budget en général. Et en fait, ça part du semestre européen, qui tombe comme à gravelotte, que personne n'a le temps de travailler pour de vrai, y compris le gouvernement français. Ils sont deux dans un bureau à répondre à l'injonction purement administrative de production d'un rapport. Et je pense qu'en fait, on ne prend pas du tout au sérieux la gouvernance du budget, la gouvernance qui est l'envers de l'impôt. Et l'impôt, c'est le premier levier de la citoyenneté. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et enfin, le monsieur est parti, mais au CESE, en section activité économique, on a demandé un réinvestissement massif dans les infrastructures de réseau, parce qu'il n'y a pas de numérique, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de transport s'il n'y a pas un réinvestissement massif dans les infrastructures de réseau. Et moi, ça m'ennuie que, j'allais dire le PS, c'est ma famille, voilà, c'est ma famille, mais j'ai besoin qu'on remette sur la table des trucs qui sont pas sexy, mais qui sont fondamentaux, quoi. Des choses fondamentales. Financement massif de la recherche, investissement dans la recherche, investissement dans les infras, investissement dans la santé, investissement dans la justice. Les juridictions sociales sont complètement délaissées dans notre pays, alors qu'elles concernent les femmes, les gens qui ont des litiges sur la sécurité sociale. C'est toutes les choses qui ont l'air d'être petites, toutes les choses du quotidien qui sont pas l'objet de réformes, n'intéressent pas, ne sont pas présentes dans la discussion, dans le discours. Et je crois qu'il faut qu'on réforme moins, mais qu'on regarde plus dans le détail nos fondamentaux, en tout cas ceux qu'on défend depuis un siècle. Et un siècle à l'échelle de l'histoire, c'est pas très long et c'est en train de se refermer.
tout cas l'idée d'avoir des solutions un peu peut-être sur mesure. Manuel Domergue et puis Léa Filoche pour terminer, 3 minutes chacun. Oui, parmi les mesures, donc on parlait d'augmenter les minima sociaux, le SMIC, etc. Ça peut coûter un peu de l'argent, ça dépend à qui. Il y a une mesure qui ne coûte pas d'argent et qui sort des centaines de milliers de personnes de la pauvreté, ce serait de régulariser les personnes qui sont en situation irrégulière. Est-ce que c'est 400 000 personnes, 300 000, 500 000, on ne sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est que ça permettrait à ces personnes de vivre en France comme de toute façon elles le feront, donc ça ne change pas grand-chose. Et de le faire en toute liberté, en toute officialité, en payant... en cotisant comme tout le monde et en bénéficiant de ces cotisations cette fois-ci comme tout le monde, en accédant au logement social, etc., plutôt que de rester soit dans la clandestinité, soit dans l'exploitation, soit dans des hébergements d'urgence qui pour le coup coûtent très cher à la puissance publique. Donc ça c'est vraiment une mesure très simple, hein, vraiment pour le coup, il n'y a pas à réfléchir très longtemps pour la mettre en œuvre, mais qui demande du courage politique, et ça c'est plus compliqué dans la période actuelle où effectivement c'est pas très vendeur, quoique, ça reste à vérifier. Sur la question de la redistribution fiscale, je ne suis pas sûr d'être convaincu qu'il faille uniquement s'axer sur les 5% les plus riches, ça c'est vrai, ça il faut taper là parce qu'il y a beaucoup d'argent et que pour le coup c'est indolore parce que ça ne change strictement rien à leurs conditions de vie. En revanche, dans les classes moyennes supérieures, je pense aussi qu'il y a un effort à demander. Alors je ne sais pas pourquoi vous dites que ce ne serait pas possible, qu'il n'y a plus il y a plus rien à prendre. Le gouvernement va octroyer la suppression de la taxe d'habitation à des gens qui ne l'ont pas demandé. Aux 20% les plus riches, c'est à peu près 10 milliards d'euros. Moi, je vais en bénéficier, je n'avais rien demandé. Je suis un dirigeant associatif, je paye 10% d'impôt sur le revenu. Moi, je pourrais en payer 12, 15, 20. Enfin, voilà, ma vie ne changerait pas fondamentalement. La question des droits de succession également, qu'on pourrait largement augmenter sur les successions les plus importantes, successions et donations. Donc évidemment, sur les 5% les plus riches, ça rapporterait beaucoup d'argent. Mais sans doute qu'on peut aussi redescendre un petit peu. Mes parents, ils ont acheté une maison il y a 20 ans en banlieue parisienne. Son prix a doublé ou triplé. Voilà, il n'y a pas forcément de raison que cet argent leur revienne entièrement ou me revienne à leur décès un jour entièrement. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait juste ni tout à fait mérité. Donc je pense que là, il y a un petit peu quand même de redistribution à faire, y compris pour les gens qui sont dans les classes moyennes supérieures, c'est-à-dire qui vivent bien en France aujourd'hui quand on est classe moyenne supérieure. Voilà. Merci Manuel Domergue. Les flashs pour conclure, sachant que là, on voit bien qu'il y a à la fois un mélange de mesures structurelles et de mesures conjoncturelles. La redistribution, là, c'est vrai que ça demande un peu plus de temps. On a parlé de mesures plus concrètes, plus rapides tout à l'heure. Donc là, plutôt conjoncturelles. Vous, qu'est-ce que tout ça vous inspire ? Alors moi, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit sur la question de la redistribution, où je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup à faire. Et notamment sur la question du patrimoine, où en vrai, on voit bien que pas seulement les 5% les plus riches de France vivent bien parce qu'ils ont du patrimoine, et que la question de la redistribution, elle doit aussi se faire par cet angle. Et moi, il y a d'autres choses sur lesquelles dont on n'a pas parlé, mais qui pour moi sont des vraies pistes. On a beaucoup parlé des gens qui sont en précarité, qui sont sans emploi ou en recherche active. Mais ceux qui travaillent aujourd'hui, en fait, il y a un niveau, le salaire médian, il est quand même particulièrement parlant. Donc il y a un vrai sujet pour moi sur la question des salaires et de l'augmentation des salaires. On est en train à Paris d'appliquer une loi qui est la loi de transformation de la fonction publique, qui nous oblige à réduire les congés des fonctionnaires de la ville de Paris sans aucune compensation financière. Donc on leur demande de travailler 8 jours de plus par an gratos pour la cause, sachant que les assistantes sociales à Paris, quand elles commencent leur vie professionnelle, elles commencent à 1 300 € par mois et elles finissent à 2 200 après 42 ans de travail. Donc je pense qu'on a quand même une réflexion sur la question des salaires, et là je parle des fonctionnaires, mais on pourrait parler de tout un tas de branches de métiers divers et variés, ou pour lesquels en vrai la question notamment des boucliers énergétiques serait réglée s'ils avaient les moyens de les payer. Donc pour moi la question des salaires est essentielle, la question d'augmentation des minima sociaux de fait. Et puis il y a un autre sujet aussi qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais qui est très précieux pour moi, c'est la question du temps de travail, au-delà du montant des salaires. C'est pour ça que moi je suis plutôt sur le revenu universel, j'ai plein d'ambivalences permanentes. Mais en fait l'objectif du revenu universel, en tout cas de le mettre dans le débat, c'est ce qui permet de dire que
la question du travail, on ne peut pas continuer à être mal dans son travail et que donc du coup il faut modifier en profondeur le rapport au travail que nous avons. Alors le rapport évidemment au burn-out, c'était largement abordé, mais le rapport aussi à l'employeur et à la capacité qu'un salarié peut avoir à dire non. En fait, là, ce que tu me proposes, ça ne me va pas, parce que c'est trop mal payé, parce que il y a trop d'heures de travail, parce que le métier est difficile. Et donc, du coup, j'ai la capacité d'inverser le rapport de force en ma faveur, en tant que salarié, en disant, là, c'est trop, en fait, ce que tu me demandes, donc c'est moi qui m'arrête. Et c'est pas toi qui me dis, mais de toute façon, si tu n'es pas content, il y a 10 millions de chômeurs derrière toi, donc j'en ai rien à faire. Et le revenu universel permet de poser ce débat-là, d'inversion de la charge de la preuve, d'inversion du rapport de force, je pense, en faveur des salariés. Et puis, je voudrais dire aussi que, pour finir, que le travail est pour moi la réponse essentielle, en fait. La question de l'emploi, la question du travail et la transition écologique est un formidable levier pour créer de l'emploi. Mais en plus du bel emploi, de l'emploi où d'abord on répond évidemment à l'urgence écologique, mais en plus de l'emploi où ça a du sens et de la valeur pour les gens qui pourraient entrer dans ces nouveaux métiers. C'est aussi un magnifique levier pour transformer en profondeur le métier et ne plus être dans le monde d'avant. Et donc c'est sur ça qu'il faut qu'on ait une exigence hyper forte de créer des emplois dans la transition écologique, mais des emplois de qualité, bien payés, bien rémunérés, avec un beau statut. Il y a tout ce sujet du statut là. Aujourd'hui, l'idée c'est qu'on n'a plus de statut parce que c'est ça qui permet aux gens de s'éclater. Mais en fait non, on l'a bien vu dans cette crise. Qui c'est qui a pris le plus cher? C'est ceux qui n'ont pas de statut. C'est les ubérisés, c'est les auto-entrepreneurs, c'est les indépendants. C'est ceux-là qui ont pris le plus cher. Donc la question du statut, elle est aussi profondément à reposer. Moi, je suis pour qu'il y ait des statuts qui protègent et qui protègent notamment quand il y a des crises aussi importantes que celles qu'on vient de connaître. Merci à toutes et tous nos intervenants. Merci également aux participants avec cette idée d'ouvrir de nouveaux horizons, de concilier le long terme et le court terme. Je ne reviens pas sur toutes les propositions concrètes qui ont pu être faites, mais merci beaucoup à vous tous. Et puis, écoutez, bon appétit à toutes et tous.